Bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre de l'heure H. Donc on est 1 heure ensemble pour parler bouleversement, transformation liée à l'intelligence artificielle dans une approche transdisciplinaire. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse, c'est intelligence artificielle et climat. Quelle place est-ce que les technologies liées à l'intelligence artificielle occupent aujourd'hui dans les recherches sur, dans les sciences de prédiction des changements climatiques et de leurs effets? Qu'est-ce qu'elles changent en fait dans ces domaines de recherche-là? Et puis, donc ça c'est tout un pan qu'on va développer avec en particulier Erwan Kor, directeur du Centre d'expertise sur les extrêmes climatiques à l'Université de Lausanne. On va dire très rapidement ce dont il s'agit, et Tom Buckler qui travaille également dans ce centre à l'Université de Lausanne, plus particulièrement lui spécialisé dans l'IA, professeur assistant en sciences des données environnementales à l'Université de Lausanne. Donc, avant que je présente notre troisième intervenant, peut-être une présentation rapide déjà de cette ECCE. Erwan. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on prononce ECCE, c'est un peu plus simple que ECCE, donc c'est l'acronyme de Expertise Center for Climatic Streams, qui est un centre qui a été donc inauguré à l'UNIL il y a exactement 1 an. Avec, on va dire, donc c'est un centre interfacultaire entre la faculté des géosciences et de l'environnement et la faculté des hautes études commerciales pour aller de la modélisation des événements jusqu'à la modélisation de leurs impacts. En termes de sujets, on s'intéresse plus particulièrement à la prévision des extrêmes climatiques et de leurs impacts, mais aussi à l'étude des risques associés à différents aléas dans les climats actuels et futurs. Et on a, on va dire, 2 missions principales qui sont de produire de la connaissance et de la recherche interdisciplinaire, mais aussi d'être au service de la société, donc notamment des municipalités, des cantons, de la Confédération et des entreprises. Voilà, très, très brièvement. Et vous, Tom Buckler, qu'est-ce que vous y faites exactement dans ce centre-là ? Alors, je dirige un groupe qui explore l'interface entre la physique atmosphérique et l'intelligence artificielle. Donc, dans le cadre du centre, là où on se concentre vraiment, c'est développer des nouveaux modèles de prédiction, surtout dans un cadre météo, particulièrement centré sur la Suisse, pour contribuer aux efforts du centre. Super, mais donc quand on parle intelligence artificielle et climat, aussi forcément, on s'interroge, vous vous interrogez probablement sur le coût environnemental du développement des intelligences artificielles. Quel est-il précisément ? On entend pas mal de chiffres régulièrement, mais est-ce qu'on peut s'y fier ? Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces chiffres-là ? Comment est-ce que ce coût aussi environnemental est pris en considération dans la recherche, dans les institutions, à l'instar de l'EPFL même ? Et ça, c'est un sujet qu'on va pouvoir surtout aborder avec vous. Donc, Manuel Cubero-Castan. Bonjour. Bonjour, chef de projet numérique responsable à l'EPFL. En quelques mots, en quoi consiste ce poste ? Alors, ce poste, il a 3 fonctions à l'EPFL. La première, c'est la mesure de l'empreinte environnementale et sociale de l'IT au sein de l'institution, des organismes de recherche et de l'administratif en général, ainsi que du cursus des étudiants. La deuxième, il est des actions de réduction de cette empreinte. Et la troisième, c'est des aspects de sensibilisation autour des thématiques liées au numérique responsable. Voilà, donc ensemble, on va pouvoir aborder toutes ces questions-là. Vos questions à vous, évidemment, sont toujours les bienvenues à tout moment. Donc, on va commencer par un état des lieux. Quand on parle de ces outils technologiques IA au service de la recherche en prédiction climatique et leurs effets, de quoi est-ce qu'on parle en particulier, Tom Buckler ? Alors, qu'on appelle machine learning en anglais, donc c'est vraiment les algorithmes qu'on utilise le plus dans les sciences climatiques et météorologiques. Et donc c'est tout algorithme qui peut apprendre une tâche automatiquement sans être explicitement programmé pour cette tâche. Et ces algorithmes sont des outils puissants. Ils peuvent être utilisés dans de nombreux contextes. Et nous, on l'utilise particulièrement pour mieux comprendre notre climat. Donc, par exemple, quand on pose des questions comme quelles sont les conséquences du réchauffement climatique, mais que vous voulez des réponses au niveau, par exemple, de votre village, c'est une question extrêmement difficile. On a vraiment du mal à y répondre avec les outils traditionnels. Mais ce qu'on a, c'est qu'on a des données, on a des mesures. Par exemple, ici, Météo Suisse est vraiment avant-gardiste. Il y a des mesures de plein de capteurs, de satellites et des observations qui remontent à des dizaines et des dizaines d'années. Et on peut utiliser ces mesures en fait, pour vous donner des réponses bien plus précises sur le changement climatique au niveau de là où vous habitez. Et donc ça, c'est l'aspect sur le changement climatique.
Et on l'utilise aussi pour les prévisions météo et se protéger face aux événements extrêmes. Et Erwan pourra sûrement nous en dire plus. Oui, alors Erwan Corr, dites-nous en plus. Alors tout à fait, donc par rapport aux événements, enfin, donc, Tom a mentionné l'aspect climat. Il est vrai que dans le domaine, si on parle vraiment de la prévision météorologique, il y a aussi eu on va dire une révolution depuis quand même un certain nombre d'années, où en fait les modèles qui au préalable étaient les modèles de prévision étaient vraiment basés sur la physique. Donc il s'agissait de résoudre les équations aux dérivées partielles non linéaires, donc équations de conservation de la masse, conservation de mouvement, en fait ce qu'on appelle les équations de Navier-Stokes, donc les équations de la dynamique de l'atmosphère. Et en fait, il y a eu depuis quelques années des modèles qui ont été mis en place, donc d'abord par des entreprises privées comme Google DeepMind, Nvidia, avec des modèles comme GraphCast, ForecastNet, etc., qui sont des modèles qui sont basés sur l'intelligence artificielle, qui ont été entraînés sur des données de réanalyse. Et ces modèles, en fait, ont des performances qui sont comparables, voire parfois même un peu meilleures, que les modèles basés sur la physique, avec un gain de temps qui est de l'ordre de plusieurs milliers, ça peut même être de l'ordre de 10 000, voire même plus. On parle de modèles qu'on peut faire tourner sur votre PC assez facilement. Mais vous dites que c'est pas tout récent, parce qu'on a souvent en tête que l'IA a surgi avec ChatGPT, en gros. Mais vous nous dites que non, ça fait quand même pas mal de temps déjà que dans les sciences climatiques, on les utilise, ces outils. Alors l'intelligence artificielle, les premiers modèles sont très vieux, datent du siècle dernier. Là, on a vraiment vu une révolution en apprentissage automatique appliqué à la science, et autour de 2015, il y a eu des vrais progrès qui en fait ont permis d'entraîner ces modèles à l'échelle. Et ces progrès, finalement, nous ont permis d'entraîner des modèles de plus en plus complexes, et les données se sont améliorées. Mais la révolution est en cours. Donc, par exemple, la révolution dont Erwan a parlé sur la prévision à moyen terme, c'est-à-dire quand on prédit la météo de 2 jours à 1 semaine en avance, je dirais qu'elle est arrivée entre 2021-22 et elle est encore en cours. Mais quelle fiabilité, parce que vous avez l'air de dire que c'est aussi fiable, mais ou presque. Quel intérêt alors à y avoir recours si la fiabilité n'est pas plus importante que cela, outre la vitesse? Alors la fiabilité est, je disais, peut-être comparable ce qui est quand même assez impressionnant, parce qu'on a quand même des modèles qui sont basés sur la physique, donc qui résolvent vraiment les équations, donc la connaissance qu'on a de l'atmosphère, et ces modèles IA, donc apprentissage automatique, qui finalement apprennent des caractéristiques très complexes des données, réussissent finalement à faire quasiment aussi bien, voire dans certaines circonstances même mieux. Alors, malgré tout, il y a quand même un point à mentionner, c'est que ces modèles, jusqu'à présent, ils ont besoin de données de réanalyse pour être entraînés, et ces données de réanalyse, elles sont obtenues en faisant quand même tourner des modèles météorologiques qui, eux, sont basés sur la physique. Donc on n'est pas quand même à un stade où on peut faire tourner des modèles météorologiques purement en se passant des modèles physiques. Mais c'est vrai que c'est quand même à noter que la performance est comparable. Alors après, voilà, comme disait Tom, c'est une révolution qui est en cours. Ces modèles, ils ne fournissent pas toutes les variables en sortie. Donc d'un point de vue opérationnel, on ne peut pas les utiliser comme les modèles classiques. Cela dit, on en parlera peut-être par la suite, ils offrent aux chercheurs comme nous des possibilités très intéressantes, en fait, parce que voilà, on peut les faire tourner, une fois qu'ils ont été entraînés, ces modèles, on peut les faire tourner très facilement, avec des temps de calcul très bas, ce qui nous permet, nous, de prendre ces modèles, de les considérer tels quels, et ensuite, nous, d'en s'en servir derrière en faisant typiquement de ce qu'on appelle du post-processing, ou alors de la descente d'échelle, pour arriver à répondre à des questions que soulevait Tom quand il disait, par exemple, voilà, on peut donner des informations à l'échelle de votre village, par exemple. Vous voulez donner nous des exemples, peut-être? On visualise bien le recours à ces outils. Tom, dites-moi. Le diapo d'après, ce que je vais montrer, c'est ça qui est quand même incroyable. Alors bon, c'est à peu près impossible à voir, donc je ne vais pas trop m'appuyer dessus. Donc c'est un stagiaire de niveau master qui, juste en quelques mois, a pu entraîner un modèle IA pour faire la descente d'échelle, c'est-à-dire zoomer de la réanalyse aux précipitations sur la Suisse.
Et il performe presque aussi bien qu'un modèle, voire mieux sur certains aspects qu'un modèle physique par rapport aux observations radar qu'on a en Suisse. Et ces modèles, finalement, quand ils sont entraînés, tournent sur un ordi portable, alors que le modèle physique tourne sur des dizaines, dans le cas de prévision météorologique mondiale, sur des milliers d'ordinateurs. Donc là, si on pense finalement à la consommation énergivore, ça c'est un cas où l'IA consomme moins que les modèles non IA et est plus facile à entraîner. Donc moi, un des plus grands aspects que je vois et qui est important dans ma recherche, parce que je fais beaucoup de... Ah, pardon. Je réfléchis par exemple aux cyclones tropicaux qui sont encore très meurtriers dans énormément du monde. En Suisse, on s'intéresse plus aux plus extrêmes. C'est qu'il y a un aspect de démocratisation qui est vraiment prometteur. C'est-à-dire qu'en Suisse, on a beaucoup de chance. On a Météo Suisse qui fait tourner des modèles très haute performance, des modèles physiques. On a pareil des agences européennes. Mais il y a des pays, par exemple, même la Nouvelle-Zélande avait des problèmes récemment. Il y a des pays qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des modèles dynamiques et des modèles physiques à l'échelle du pays. Mais ces outils, puisqu'ils sont faciles à utiliser, peuvent vraiment donner des informations, par exemple, si on pense par exemple à l'Afrique du Sud-Ouest, qui est souvent touchée par les cyclones tropicaux, peut vraiment apporter des solutions de manière globale et de manière plus démocratique. Et nous, c'est vraiment un aspect de recherche qui est très important pour nous. Pareil pour Météo Suisse, pareil pour ICMWF, qui est notre agence au niveau européen. C'est vraiment que ces modèles restent ouverts, avec des données ouvertes, des modèles accessibles qui sont visualisables par chacun et chacune, et donc qui parfois vont à l'encontre de certains objectifs commerciaux. Et donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment de pousser pour qu'il y ait un développement dans le domaine public de tous ces modèles, pour qu'ils restent démocratiques, pour qu'on ne les mette pas derrière un paywall et que, en effet, tout le monde puisse bénéficier de cette révolution et pas juste un tout petit nombre d'entreprises qui vendraient ces modèles. Oui, Manuel. Moi, en fait, j'ai une question. Alors, je ne sais pas si c'est, vu que je ne suis pas dans le public, je peux la poser. Si, vous avez le droit. Mais comme ça a chauffé la salle. En fait, quand on parle d'IA, on a principalement en tête l'entraînement des données passées pour essayer de prédire le futur. Mais dans le cas d'événements extrêmes dont on n'a pas beaucoup d'inférences dans le passé, comment ces algos-là arrivent à justement sortir des prévisions qui sont exactes pour des événements très rares ou... Alors alors je peux peut-être en dire quelques mots. Alors déjà, il faut voir quand même que ces algorithmes IA, un de leurs avantages, c'est du fait du faible temps de calcul, c'est qu'ils sont très facilement adaptables en fait, et on peut faire de la prévision quasiment en temps réel. Donc ça, et puis assez facilement finalement prendre en compte de nouvelles données pour prendre en compte des tendances éventuelles. Après, je vais quand même revenir plus particulièrement sur l'aspect extrême. Alors peut-être qu'on peut juste mettre... je vous ai juste concocté 2-3 exemples. Voilà, donc là, je pense que vous avez peut-être toutes et tous en mémoire l'orage qui a touché Lausanne le 11 juin 2018, qui a provoqué le record de précipitation. Donc on a obtenu 41 mm en 10 minutes. Donc là, vous voyez l'exemple d'escalier dans la gare qui avait été transformé en parc aquatique à l'occasion. Là, on a l'exemple dramatique de la Chaux-de-Fonds à l'été 2023 avec une rafale de vent à 217 km/h, qui est évidemment le record pour la station. Et ici, on a un exemple d'un orage qui a affecté le nord-est de l'Italie en juillet 2023. Alors, vous voyez peut-être un grêlon en fait, qui fait 20 cm. Qui est le record actuellement à l'échelle européenne. Et en fait, le point que je veux faire, donc ça rejoint ce que tu dis, hein, c'est finalement quelque chose qui est très important quand on fait de l'étude de risque, c'est d'arriver à extrapoler au-delà de ce qu'on a déjà observé. C'est-à-dire, si je vous demande la probabilité d'avoir une rafale de vent à la Chaux-de-Fonds qui dépasse 217 km/h, empiriquement, vous allez me dire cette probabilité est nulle parce qu'on n'a jamais vu un tel événement. En revanche, on a des outils en statistique, en théorie des probabilités et statistiques qui sont très puissants pour répondre à ce genre de questions. C'est par exemple la théorie des valeurs extrêmes, qui va être une théorie qui nous donne la distribution des maxima ou des excès de seuil. Et typiquement, ça va nous permettre de répondre à ces questions. Et maintenant, c'est vrai que quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec Tom,
c'est finalement à utiliser ces modèles statistiques paramétriques pour améliorer les performances des modèles IA, justement dans le cas des extrêmes. Donc ce qui va se passer, c'est que là, dans certains de nos travaux, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu d'utiliser les modèles directement, ou alors le post-processing qu'on en fait pour prédire les variables elles-mêmes, les valeurs elles-mêmes, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cibler des paramètres de ces distributions des extrêmes. On va dire, bah, voilà, on sait mathématiquement que si on s'intéresse à des rafales de vent extrêmes, dans le cas des orages, ça doit suivre une certaine distribution, qui va être la distribution des extrêmes généralisés ou la distribution de Pareto généralisée. Ça, on le sait, c'est une connaissance mathématique. Maintenant, nous, on va utiliser la puissance de l'IA pour utiliser toutes les données qu'on peut, et on va cibler ces paramètres. Donc, en fait, si vous voulez, on va essayer d'aller un petit peu voir le meilleur des deux mondes, et quelque chose, je pense que dans un aspect dans lequel Tom est expert, et je pense que tu auras l'occasion de le mentionner, c'est aussi inclure la connaissance physique dans ces modèles. Donc ça, je pense que voilà, je peux te laisser la parole. Oui, donc juste pour donner un tout petit exemple, par exemple, on peut utiliser notre connaissance de la thermodynamique de l'atmosphère, par exemple, pour aider les algorithmes à généraliser au changement climatique. Donc par exemple, ça c'est un grand sujet de ma recherche, c'est qu'on développe tous ces algorithmes pour améliorer les modèles qui représentent notre système Terre. Vraiment. C'est mieux comme ça? Ah, collez. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Et dans ce cadre-là, on peut utiliser nos connaissances physiques pour apprendre finalement à l'IA à se comporter d'une manière à laquelle on peut faire confiance quand on regarde des projections climatiques long terme, pour pas que ces modèles en fait cassent quand on les utilise dans un climat, par exemple, qui est plus chaud que le climat d'aujourd'hui. Mais ça peut se généraliser en fait. Là, on a parlé de statistiques, de physique, mais plus généralement, ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment est-ce qu'on fait une IA informée par la connaissance. Ça peut être de l'éthique. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut prendre par exemple des grands modèles qui existent déjà, au lieu de réentraîner des grands modèles, qui est très énergivore, qui est vraiment quelque chose qu'on veut faire que si nécessaire, finalement, prendre ces grands modèles et puis utiliser des beaucoup plus petits modèles que nous on développe dans nos groupes pour ensuite les contraindre pour qu'en fait on parle d'alignement, en fait, que ces modèles s'alignent avec nos valeurs en tant qu'utilisateurs, utilisatrices. Ça peut être des valeurs éthiques, ça peut être des besoins spécifiques, etc. On a une question déjà, donc j'arrive avec un micro. Merci. André Orednik, je suis enseignant au CDH à l'EPFL, donc plutôt venant des sciences sociales, si vous voulez. Vous avez parlé dans les précédentes réponses en fait, de l'enfusion des théories dans les modèles d'intelligence artificielle. Et je me suis posé la question, est-ce que vous vivez l'inverse? Ça veut dire, est-ce que l'IA vous permet de formuler des nouvelles théories? Ma question partant d'une crainte qui a existé, qui existe sans doute encore dans les sciences humaines, on se disait, c'est des outils qui servent à faire d'excellentes prédictions, enfin, comme une espèce d'oracle qu'on nourrit avec notre savoir, mais on n'arrive plus à formuler des théories du social à partir justement du big data. Est-ce que vous avez constaté qu'on peut faire de la théorie à partir de l'IA? Bon, du coup, je mets la diapo qui présente mon labo. Bon, elle ne rend pas forcément très bien sur la template EPFL, mais nous, on réfléchit vraiment justement à cette interaction entre la connaissance, dans notre cas, c'est souvent la connaissance physique, mais on peut parler de la connaissance de manière plus générale, et les données, l'intelligence artificielle. Et cette interaction, elle va dans les deux sens. Donc, ce qu'on a dit, on peut utiliser la connaissance pour contraindre ou informer ou guider les algorithmes d'intelligence artificielle. Mais moi, un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est dans l'autre sens. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces nouveaux outils pour apprendre de la connaissance? Alors, apprendre de la connaissance, établir par exemple des nouvelles découvertes scientifiques, c'est une question que j'ai toujours. Alors, donnez-moi un exemple de découverte scientifique à partir de l'IA. Et je trouve que c'est ne pas comprendre le phénomène de découverte scientifique. C'est un phénomène lent, c'est un phénomène qui prend des années et des années. Ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est on peut formuler des nouvelles hypothèses auxquelles on n'aurait jamais pensé avant. Et après, ce qui est très important, c'est d'aller chercher dans la théorie, dans d'autres modèles, des observations, prendre des modèles plus classiques et d'aller voir si on peut vraiment confirmer cette nouvelle hypothèse, ou si finalement on a juste souvent ce qui se passe, c'est qu'on redécouvre des choses qu'on connaissait déjà. Ça arrive tout le temps. Mais parfois, on formule cette hypothèse dont on ne se doutait pas. Par exemple, je travaille sur les nuages bas
Par exemple, sur les côtes des océans, bon, un phénomène qui permet de former des nuages bas auxquels on n'avait pas pensé avant, et puis ensuite qu'on peut aller explorer et confirmer. Donc je pense que c'est vraiment riche cette interaction. Il y a beaucoup de potentiel. Peut-être que Tom, tu peux rajouter un mot sur l'IA interprétable en fait, puisque c'est quelque chose, enfin, je pense que qui est quand même, enfin c'est vrai qu'on parle souvent. Alors si on compare, on va dire les modèles de machine learning avec des modèles de statistiques paramétriques, où on va supposer une distribution paramétrique avec quelques paramètres. Finalement, ces modèles IA, ces modèles de machine learning, on peut les voir comme ayant une infinité de degrés de liberté quasiment. Ils laissent vraiment les données parler d'elles-mêmes. On ne met pas de contraintes paramétriques. Donc c'est un avantage. Mais après, ce qu'on perd souvent, c'est justement l'interprétabilité par rapport à des modèles où on n'a que quelques paramètres et qui peuvent s'écrire de manière explicite facilement. Et c'est vrai que ça, c'est quand même, je pense, une tendance assez importante. Peut-être que tu peux en dire un peu plus, mais sur c'est on va dire, une trajectoire future de l'IA pour aller vers des modèles interprétables et dans lequel on aura plus de confiance aussi, parce que justement, on comprendra mieux ce qu'il y aura derrière, au lieu d'avoir juste une boîte noire qui fait de très bonnes prévisions, mais à laquelle on ne comprend pas grand-chose finalement. Oui, donc peut-être que du coup ça répond à la question. En un mot, c'est distillation. Une fois qu'on a un modèle un peu énorme qui laisse parler de lui-même, il faut comprendre vraiment quel est cet aspect qui nous a apporté quelque chose de nouveau. Et donc c'est un processus de distillation. Et il y a plein de théories sur comment ramener ça de la connaissance simple et qui est communicable d'humain à humain. D'autres questions techniques, disons, sur cette utilisation, ce recours aux technologies IA dans la recherche climatique? Non? Alors on avance. Vous avez cité plusieurs fois, vous avez évoqué plusieurs fois en tout cas le souci de ne pas avoir un coût environnemental trop fort. À quel point est-ce que vous prenez en considération cela dans votre travail de recherche, tous les deux, à Lecce? Oui, alors à l'UNIL, on est très strict, on réfléchit énormément au développement durable, donc on a des commissions entières en place pour réfléchir et on a fixé un des caps les plus ambitieux. Je pense qu'on essaie de réduire nos émissions de 95% d'ici 2050. Donc on a des commissions partout dans l'UNIL pour y réfléchir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été nommé le campus le plus durable, je crois, des universités cantonales en 2024. Je peux donner des exemples spécifiques à mon groupe, par exemple. Donc, quelque chose qu'on m'a demandé dès que je suis arrivé, c'est de plutôt que d'installer un nouveau réseau d'ordinateurs qui appartiendrait qu'à mon groupe, c'est d'investir dans finalement un seul réseau informatique central qui est maintenu par l'université. Et il y a plusieurs avantages. C'est que quand on n'utilise pas un ordinateur, un autre groupe en bioinformatique, en sciences sociales peut l'utiliser. Et aussi que quand toutes les ressources sont centralisées, tant qu'il n'y a pas de problème majeur, et c'est pour ça qu'on a une équipe entière qui s'en occupe, on peut aussi quantifier finalement les consommations d'énergie. Parce que si chaque groupe de recherche, et c'est un peu la tendance dans beaucoup d'universités, a ses propres ordinateurs au sous-sol, etc., faire un inventaire de la consommation en énergie au niveau de l'université devient presque impossible. Parce que finalement, il y a beaucoup de groupes qui ne savent même pas où sont tous leurs ordinateurs. Donc si on ne peut même pas les localiser, c'est impossible d'en faire l'inventaire. Oui, alors là, je ne peux qu'abonder le fait que quand c'est décentralisé, l'information se perd et c'est très compliqué de l'avoir. Et après, le pendant à l'EPFL, du coup, nous, on a la chance d'avoir un groupe, et maintenant deux. Donc CITAS qui travaille, qui est le High Processing Compute de l'EPFL et qui fournit de la capacité de calcul et de stockage à bon nombre de laboratoires. On a un deuxième groupe pour une autre technologie qui s'appelle RCP, Research Computing Platform. Donc on a aussi, alors ça n'empêche pas que certains d'autres gros projets ont leurs infrastructures spécifiques, mais toute mutualisation en fait permet de réduire des coûts financiers mais aussi environnementaux et d'avoir une recherche beaucoup plus efficace en fait, parce que des équipes dédiées à ces infrastructures-là. Sans inconvénient donc, vous n'y voyez que des avantages?
L'inconvénient de gouvernance, de partager en fait une ressource, c'est toujours, il y a de l'humain aussi là-dedans, et c'est compliqué, c'est complexe, mais c'est un des enjeux et des voies qu'il faut suivre absolument, parce que mutualisation des ressources, ça permet d'en produire moins. Et un des impacts prépondérants du numérique, ça reste la fabrication des équipements informatiques, que ce soit les laptops, les écrans, mais aussi les serveurs, toute l'infrastructure de réseau. La part de la fabrication est assez énorme. Et les outils IA que vous utilisez dans la recherche climatique, est-ce qu'ils ont une forte empreinte ou pas tant que ça finalement? Vous ne faites pas des prompts toute la journée, vous ne faites pas de l'IA générative d'images Je pense que ça rejoint un peu ce que Manu disait. La plupart du coup est dans l'entraînement. Une fois que le modèle est entraîné, il est relativement peu cher à utiliser, pas plus cher qu'une multiplication de matrices, quelques multiplications de matrices, donc vraiment n'importe quel code qu'on utilise dans les domaines d'ingénierie et de sciences. Et donc finalement, on réfléchit énormément à ce coût d'entraînement. Et donc j'ai parlé du niveau labo, mais je pense au niveau plus global. On a ces fameux modèles qui s'appellent Foundation Models. Donc c'est un paradigme qui a commencé à Stanford il y a quelques années déjà. Je crois que c'était en 2022, mais les discussions devaient probablement dater d'avant, qui est un peu similaire finalement à ces IA conversationnelles qui maintenant sont commercialisées. En fait, c'est des modèles qui sont entraînés pour plusieurs tâches à la fois, qui consomment énormément de données, qui sont entraînés par des équipes d'ingénieurs, et ces modèles sont extrêmement énergivores. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de modèles commerciaux, parce que ça demande une mise en commun de ressources pour entraîner ces modèles. Donc, par exemple, la Swiss AI Initiative, à laquelle le PFL est un des leaders de cette initiative, c'est d'entraîner des Foundation Models pour la Suisse dans plusieurs domaines. Et donc, moi, ma philosophie, en tout cas en ce moment, c'est on entraîne ces gros modèles très peu de fois, par exemple juste une fois. Après, on les met en commun. Ces modèles ne peuvent pas répondre à toutes ces questions, mais ils comprennent énormément de données, de fonctions, de connaissances. Puis après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne des tout petits modèles qui sont du coup pas très énergivores, qui prennent des informations de ce modèle et d'autres observations, etc., et qui ciblent juste la question à laquelle on a envie de répondre. Et c'est là qu'on met les connaissances humaines. Donc c'est là qu'on met les contraintes éthiques, physiques, statistiques, ce qu'on veut. Et en fait, si on adopte ce modèle-là, plutôt que d'à chaque fois réentraîner le gros modèle, on pourrait diviser la consommation d'énergie par des ordres de grandeur. Mais il y a une tension, parce qu'en ce moment, et puis Manu pourra peut-être en parler, en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent développer des modèles de plus en plus gros sans forcément les recycler finalement, ou les mettre en commun. Il y a sur lequel je peux rebondir, en fait, c'est le fait déjà que la mesure d'une IA, que ce soit l'entraînement ou l'inférence, donc c'est les modèles sont de plus en plus gros, donc on voit une tendance à avoir des extrêmement gros modèles, mais il y a aussi un aspect, c'est qu'en fait tout ce qui est mesure de ces IA, généralement on ne prend que l'entraînement, voire une partie de l'inférence, mais par exemple quand on prend, non pas pour de la recherche scientifique, mais des usages quotidiens comme ChatGPT, au bout de quelques mois, l'inférence, le poids à l'inférence a dépassé l'entraînement. Donc déjà, l'entraînement est assez conséquent, mais c'est l'utilisation massive en fait et le recours massif à ces outils qui font exploser l'empreinte énergétique et environnementale de cela. Je voulais aussi rebondir, j'avais oublié, au niveau de la recherche, quand vous parliez de l'empreinte de la mesure, en fait, de plus en plus d'organismes de financement vont aller chercher la mesure précise de l'impact de la recherche. Il y a le Heisenberg Agreement qui est sorti il y a quelques mois. Il y a un centre de financement, je crois le DFG en Allemagne, qui a une commission pour justement comprendre comment mesurer les impacts. Donc les agences de financement, quand elles vont financer des projets de recherche en lien avec la durabilité, elles vont aussi regarder le coût de ces projets de recherche. Donc la mesure, en plus en IT, on est un des premiers domaines, donc IT en général, même pas que l'IA, on est un des premiers
des premiers modèles domaines à réaliser cette mesure avec des estimations de plus en plus fines. Si par exemple dans des équipes de recherche vous utilisez de l'IA, vous pouvez mesurer avec des outils assez standards comme le Green Algorithm, développé en Grande-Bretagne, Ecologits, un organisme européen une association européenne qui a construit des modélisations de mesures d'empreintes. Peut-être juste un petit complément. Alors là, c'est plus général que l'IA, mais par rapport à ce que disait Tom sur l'UNIL, c'est vrai que nous, au centre Etché, en tant que centre de l'UNIL, c'est vrai qu'on est soumis à la politique de l'UNIL en matière environnementale, qui est en effet très stricte. Juste pour vous donner deux petits chiffres, normalement, d'ici 2027, l'UNIL devrait s'affranchir de toute énergie fossile, en fait, notamment grâce à une galerie souterraine qui avait été construite il y a déjà un certain temps, qui va permettre d'installer un nouveau dispositif de chauffage en lien avec l'eau du lac. Et il y a ce grand objectif à l'UNIL qui est CAP 2037, qui vise donc en 2037, donc pour le 500e anniversaire de l'université, à finalement retrouver une trajectoire qui est compatible avec les accords de Paris. En fait. Donc effectivement, on agit dans ce cadre-là où c'est quand même effectivement une université pionnière en la matière. Et quid à l'EPFL ? Et bien à l'EPFL, par exemple, vous avez la CCT qui récupère la chaleur dégagée par les data centers pour chauffer l'eau qui va être ensuite utilisée pour chauffer les bâtiments. Donc ça a été fait uniquement au niveau de la CCT qui se trouve à côté du métro, mais c'est là, en fait, c'est le dernier data center et du coup, c'est là où on met toutes les machines de calcul, dont le HPC de CITAS notamment. Donc si on se concentre maintenant sur l'IA, on revient à l'IA, à son coût environnemental. On entend constamment des chiffres sur la quantité d'eau. Qu'en est-il précisément, Manuel ? Est-ce qu'on peut se fier à ces chiffres-là ? Comment sont-ils calculés d'ailleurs ? Alors, c'est toujours compliqué. Les chiffres de l'IA, en fait, sont calculés à partir généralement du modèle GPT-3. Donc on en est maintenant au 4 turbo, au 4O qui est l'option un peu frugale. Et donc du coup, on va dire, c'est assez peu précis, mais on a suffisamment de données, on va dire, pour avoir une première comparaison. La mesure, je le répète, j'en fais mon sacerdoce, en fait, ce n'est pas une fin en soi. Normalement, la mesure sert à piloter l'empreinte. Pour ensuite la réduire. Donc certes, on ne peut pas donner n'importe quel chiffre, mais ça doit être justement un outil de pilotage de l'empreinte et non pas juste une mesure de l'empreinte pour du reporting. Donc on peut, par exemple, les travaux réalisés par Samuel Rincé au niveau donc c'est Gen AI Initiative, je crois, ou Gen AI Impact, qui ont réalisé le calculateur Ecologits. Celui-là peut être accessible facilement et vous permet d'avoir des unités fonctionnelles, qui est par exemple rédiger un mail, rédiger un rapport de 500 pages et qui calcule à peu près le nombre de requêtes nécessaires au niveau des algorithmes et qui ensuite réalise cette mesure. Et ils ont travaillé à partir des données assez précises au niveau de ChatGPT-3. On fait des hypothèses pour savoir comment, quand un modèle est augmenté, qu'est-ce qu'il va nécessiter en termes d'entraînement et d'inférence pour justement réaliser cette mesure-là. Donc ça, c'est des données, on va dire, où on peut se fier pour avoir une première ordre de grandeur des impacts. Et qu'est-ce qui coûte le plus dans le développement de l'IA ? Est-ce que ce sont les serveurs à refroidir ? C'est l'énergie consommée quand on pose une question à ChatGPT ? C'est quoi, la territorialité aussi ? Là, je vais m'asseoir, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc ça dépend qu'est-ce qu'on entend par impact. On a bien sûr les impacts environnementaux, mais c'est pas les seuls. Il y a les impacts sociaux. Il y a l'ensemble de la chaîne de valeur humaine qui est nécessaire pour réaliser ça au niveau des data centers. Donc si on a un data center en Suisse où on récupère la chaleur des serveurs, où on a une électricité très peu carbonée, et du coup c'est intéressant, mais c'est de loin pas le modèle mondial. Les data centers, donc les enjeux de territorialité, c'est quand on implémente un data center, généralement on va pomper de l'eau
pour le refroidir, on va pomper de l'électricité. On empêche d'autres entreprises, d'autres acteurs locaux de s'implémenter aussi, parce qu'on va capter l'ensemble de l'électricité. On peut aussi des fois défigurer, donc il y avait les travaux d'Anna Valdivia qui traitaient sur des cas d'implémentation problématiques au niveau en Amérique du Sud, que ce soit au Mexique avec la thématique de l'eau, que ce soit au Chili avec la thématique de l'électricité, où en fait, pour implémenter dans une région, on va aller mettre des panneaux pas des panneaux, des installations électriques, on va faire venir du courant et on va défigurer certains lieux, dont des montagnes qui sont sacrées pour les populations autochtones. Ces impacts-là sont généralement peu, voire pas étudiés, donc qui sont très importants. Au niveau de l'IA particulièrement, donc il y a ces deux grands enjeux au niveau de l'algorithmie, l'entraînement et l'inférence. Ça nécessite de l'électricité, ça nécessite des données qui, au niveau des impacts sociaux, sont parfois entraînées par dans des populations à risque. Je pense à des compagnies qui sont spécialisées pour aller dans des camps de réfugiés avec une pléthore d'ordinateurs et entraîner la labellisation de données qui vont après servir pour entraîner des gros modèles. Donc tous ces enjeux-là sont assez problématiques et peu étudiés. Qu'on retrouve d'ailleurs, oui, peut-être on peut signaler oui. Le lien vers ce document Broad Overview. Le lien, c'est sûr, dites-nous précisément. Alors, c'est un collectif de designers qui s'appelle Estampa, si je me souviens bien, à Barcelone, qui traite en fait, qui réalise une cartographie assez exhaustive, je trouve, des enjeux d'impact liés à l'IA générative. Je l'ai imprimé en grand format, je l'afficherai si vous voulez jeter un œil, je la trouve assez intéressante. Une dernière chose, mais j'ai oublié. Donc, tac. Donc oui. On parlait de l'impact social juste avant, oui. qu'on voit ici. On voit l'impact aussi environnemental, même sur les océans. Donc vous voyez, je ferai le speech si vous voulez après le talk, mais vous avez la chaîne de données, vous avez les impacts de consommation énergétique, l'énergie quand même reste mondialement assez carbonée au niveau de la gestion de l'eau et donc les soucis de territorialité. Mais vous avez, comme toute technologie numérique, en fait, la matérialité des IA qui tournent sur des serveurs. Pour ça, il faut aller collecter pas mal de minéraux partout dans le monde, où les impacts sont de plus en plus gros sur l'extraction minière et la pression beaucoup plus importante. Puis après, quand les serveurs justement ont une durée de vie de 3 ans, si on augmente massivement les serveurs et qu'on ne travaille pas sur la prolongation de la durée de vie, donc ça c'est quelque chose qu'on essaye de faire concrètement à l'EPFL, faire durer nos machines et nos équipements informatiques pour justement pouvoir réduire l'impact à la fabrication, et bien ça s'accumule, ça s'augmente. Et la principale source, c'est des déchetteries illégales, en fait, des voies de déchetterie illégales en Europe et dans les pays développés. Donc du coup, ça représente un petit peu une liste exhaustive d'impact. Pour être juste un petit peu précis encore, quand on parle de l'eau, par exemple, à quel point est-ce que... parce qu'une réplique serait de dire, oui, mais cette eau, elle est recyclée. On ne va pas constamment pomper de l'eau. On la recycle dans le refroidissement des effectivement, après, dans certaines installations, du coup, et là, je recite encore ma collègue Anna Valdiva en Grande-Bretagne, qui, elle, justement, a analysé un cas au Mexique où quand ils ont implanté des data centers, en fait l'eau venait de captation souterraine et du coup
ont appauvri, au bout de quelques années d'exploitation, appauvri les populations locales. Et je passe aussi sous silence le fait que pour négocier cette captation, on avait proposé aux populations autochtones de mettre l'eau courante dans les villages et tout ça, et cette partie de l'accord n'a pas été respectée. Donc en fait, quand on parle de l'IA, si on voit nos serveurs en Europe avec les législations qui sont là, contraignantes, mais qui du coup encadrent ces implantations-là, ça va. Mais l'IA, elle se retrouve partout dans le monde. Et du coup, dans les enjeux de souveraineté, si on utilise des IA que dans les gros marchés américains, en fait, ces IA se retrouvent à exploiter un petit peu partout dans le monde. Donc la Swiss AI Initiative au niveau suisse, et justement permet d'encadrer un petit peu de juguler cela. Mais c'est assez dérisoire par rapport à des Microsoft ou des Google qui, par exemple, vont développer leur propre site de mini-centrale nucléaire, notamment pour... Et même... Oui, peut-être, pardon. Et au niveau de l'IA, c'est aussi très accessoire comparé au reste en fait, de l'empreinte des data centers. Si vous revenez à la première slide qui mesure l'impact, en fait, on voit que l'IA, même actuellement, est assez faible comparé à tout le reste des serveurs qui sont utilisés. Place à vos questions. Merci beaucoup. On a parlé de gouvernance, on a parlé de Google et d'autres entreprises. On a parlé aussi de open science, quelque part avec des modèles ouverts et des bases de données ouvertes. Maintenant, la question pourrait être, qu'est-ce qui empêcherait que, par exemple, dans le court terme, dans 5 ans, c'est assez court même, pas trop court pour l'AI, un Google ou un Microsoft développe un modèle de climat, par exemple, qui serait acheté par la Confédération helvétique et utilisé de manière qu'au final, les données et le travail de Météo Suisse ou d'autres puissent ne plus être vus comme essentiels ou importants. Donc, l'argent dépensé pour ça diminue. Votre même recherche serait touchée par ça. Et au final, on perd un pouvoir de gouvernance et d'achat au final, parce on commencerait à être un peu esclave de la situation commerciale. Qu'est-ce que vous pensez pourrait être une solution, s'il n'existe qu'une solution à ça? Tom Buckler. Oui, c'est vrai que ça touche beaucoup de mes collègues en ce moment. On a quand même... Pardon. Cette situation est en train de se produire dans certains pays. J'ai énormément de collègues qui sont touchés. J'ai des collègues brillantes qui ont perdu leur métier. Un des grands dangers, je pense, c'est surtout dans un cadre commercial, donc par exemple dans les grandes entreprises tech, il y a vraiment une pression. Alors c'est des équipes avec qui je travaille que je respecte énormément, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une pression de survendre, ou en tout cas de vendre autant que possible ce qui est produit. Donc ça veut dire que des grandes équipes vont travailler, elles vont présenter ces modèles, elles vont souvent mettre sous le tapis beaucoup des limitations. Et on va entendre par exemple, ces modèles météo IA battent les modèles traditionnels par exemple. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, qui maintenant est en train d'avoir des conséquences aujourd'hui qui sont assez drastiques. Puis on oublie souvent que par exemple même les meilleurs modèles IA, pour marcher, ils doivent avoir des conditions initiales, et ces conditions initiales, elles sont encore prises à partir des modèles physiques. Donc par exemple, si on commence à saboter toutes les données, tous les modèles physiques, tous les modèles traditionnels, etc., en achetant à ces entreprises, même les modèles de ces entreprises vont se casser la figure. Donc, malheureusement, je pense que dans certains cas, il va falloir que la leçon soit apprise, qu'une fois que ces centres... Mais ce sera très très long de réparer le problème. Mais je pense que... si on survend l'intelligence artificielle et qu'on oublie d'entretenir les données publiques, la connaissance publique qui va derrière, la qualité va grandement diminuer parce que beaucoup de la qualité dépend de toutes ces ressources publiques et on va arriver à des gros problèmes. Alors la solution, je pense qu'en Europe, on réfléchit beaucoup dessus et par exemple, en météo, en tout cas, notre centre européen, l'ICMWF, le centre européen qui fait les prévisions sur l'Europe, Météo Suisse, c'est un des centres partenaires, a investi dans une équipe qui a développé un modèle IA. Et donc, en ce moment, le meilleur modèle IA, le meilleur. Dans les 4-5 top modèles météo IA, il y en a un qui est public et européen. Et celui-là, il ne partira pas et on ne va pas tout simplement être sujet
aux grandes entreprises. Et le problème, c'est que même si elles l'offrent gratuitement, parfois elles le maintiennent juste pas. Donc par exemple, on a ce problème avec le meilleur modèle, le foundation model en ce moment. Enfin, bon, ça dépend de comment on le définit, mais par exemple Microsoft, on a fait un complètement incroyable qui s'appelle Aurora. Et puis ensuite a dissous l'équipe après la création du modèle et la publication. Donc on a des modèles complètement incroyables, mais qui ne sont pas forcément maintenus à long terme. Donc je pense que l'investissement dans le public et aussi l'éducation, forcément, il faut que les gens comprennent comment toutes ces différentes pièces s'imbriquent pour éviter le désinvestissement dans justement tous nos services publics. Et du coup, ça passe par les citoyens, par voter en fait pour des personnes, des groupes politiques qui ont justement une vision un peu plus long-termiste que de faire des économies de bout de chandelle. Je voulais revenir sur la question du coût énergétique, des entraînements, des modèles physiques qui prennent, si j'ai bien compris, les IA, elles sont beaucoup moins énergivores une fois entraînées pour avoir une nouvelle prédiction. Le climat est en train de changer de manière quasiment exponentielle. On a vu qu'on pouvait arriver avec de la statistique à résoudre un petit peu. Mais est-ce qu'on ne va pas devoir re-entraîner des nouveaux modèles qui vont encore prendre beaucoup d'énergie? Et en fait, entre la bonne vieille méthode physique et ces nouveaux modèles très énergivores, est-ce qu'il y a eu des études pour essayer de voir qu'est-ce qui, sur le long terme, les 25 prochaines années, va être intéressant, ou on essaye et on voit? Non, juste un point, c'est qu'effectivement, s'il faut entraîner ces modèles, ne serait-ce que 3, 4, 5 fois, enfin, je pense que ça restera quand même bien inférieur à faire tourner ces modèles physiques qui, à chaque fois, consomment énormément. Alors après, peut-être que tu peux en dire plus, Tom, aussi, sur les données. Après, moi, je suis un très grand partisan, comme Tom, de mettre de la connaissance, de mettre le plus de physique possible dans les modèles, de mettre le plus de statistiques possible. Vraiment, mais pour être tout à fait honnête sur la question, c'est vrai que, même si on devait les entraîner beaucoup, je pense que le bilan resterait quand même... je vous laisse peut-être ajouter là-dessus. Oui, un point que je veux quand même clarifier, c'est qu'on n'est pas au stade où il y a des modèles climatiques purement IA qui marchent. Donc on est au stade où, en météo, on a beaucoup de progrès, mais la météo est un problème, entre guillemets, plus facile à définir parce qu'on part de conditions initiales et on essaye de prédire une trajectoire. Les problèmes climatiques sont beaucoup plus durs parce qu'on essaie de comprendre tout le climat et les cycles biogéochimiques du système Terre dans les 100 prochaines années. Et pour ça, on a forcément besoin d'énormément de connaissances parce qu'il y a beaucoup de processus et on a très peu d'observations. Par exemple, si on pense à l'océan profond, on connaît très peu, donc on a besoin d'énormément de physique pour comprendre comment les processus océaniques profonds, et c'est des processus qui sont importants parce que, par exemple, si on pense de changement climatique, beaucoup de la chaleur est stockée dans l'océan, qui sont très importants à comprendre. En ce moment, alors, moi je me place un peu au milieu, je suis dans les efforts de développement de modèles hybrides, donc en partie physique et dynamique, en partie IA pour les processus, on a de nouvelles observations et elles sont très dures à interpréter avec des modèles simples. Mais si je prends un pas en arrière et que je vois le développement et qu'on parle de coûts, je trouve que c'est dur de réfléchir à la question parce qu'il y a aussi une explosion du nombre de modèles physiques et dynamiques. Et développer ces modèles et les tourner coûte énormément. Et d'ailleurs, en Europe, on a énormément investi sur ce qu'on appelle les jumeaux numériques. Ok, voilà un exemple, mais on ne voit rien parce qu'il n'y a pas de bon éclairage. Mais il y a eu un investissement central très très lourd sur augmenter la résolution des modèles dynamiques physiques traditionnels jusqu'à ce qu'on puisse simuler l'atmosphère de manière globale à une échelle d'1 kilomètre. Et ça, c'est extrêmement cher. Et c'est pas IA. Et donc, on produit des données comme ça, de plus en plus, où on peut même pas dire... Enfin, c'est toujours le jeu concours, il y a 2 modèles et une observation satellite, lequel est vrai, lequel est faux. Je ne sais pas si on veut jouer au jeu, ça va être trop dur avec l'éclairage. Mais donc, en fait, c'est pas... La communauté non-IA a aussi tendance, en tout cas dans notre champ, à être extrêmement énergivore. Et donc dans ce cadre-là, finalement, la philosophie d'apprendre de ces modèles pour ne pas avoir à la faire retourner à chaque fois qu'on a besoin d'une nouvelle question économise de l'énergie. Donc je trouve que c'est une question qui est assez compliquée à répondre parce que les modèles
physiques, dynamiques, sont pas si, peuvent être extrêmement énergivores et l'ont été, en tout cas dans les 10-15 dernières années. Juste petit complément, en fait, c'est pas parce qu'un modèle est super gros qu'il est super précis ou super efficace. Et efficace, c'est sûr que non. Et donc, il y a pas mal de domaines de recherche en pathologie, dans les matériaux, les prédictions et j'imagine aussi au climat, qui comparent certains des modèles, des gros modèles et des petits modèles qui sont un peu plus robustes et qui ont beaucoup moins de paramètres. Et on voit en fait qu'en termes de accuracy, on est même plus précis avec des petits modèles. Merci. Peut-être juste pour que ça soit un petit peu clair, si j'ai 1 minute. Du point de vue du contexte, en fait, parce que Tom parle de la résolution à 1 km, pour que ça soit un peu clair pour vous. Donc, en fait, les modèles qui ont été mentionnés de prévision météorologique moyen terme basés sur l'IA, actuellement, ils ont une résolution de l'ordre de 20-30 km. En fait, c'est 0,25 degrés longitude, latitude. Donc, du coup, ce qui est fait pour arriver à cette même résolution de 1 km, on a besoin de faire de la descente d'échelle. Et donc là, c'est ce sur quoi on travaille au centre Etche notamment, c'est qu'on a ces sorties de modèles IA à cette résolution. Et ensuite, on utilise des petits modèles qui utilisent des réseaux de neurones convolutionnels mais des choses qui sont quand même beaucoup, beaucoup plus simples pour arriver à obtenir de l'information à cette échelle de 1 km qui est nécessaire quand on veut faire des études d'impact, en fait, avoir de l'information utile pour quantifier les impacts. Alors, on a encore 3 questions. Merci, bonjour. Est-ce que j'ai 2 questions en fait, je vais faire court. Est-ce que on va vers une espèce d'IA spécifique où chaque corps de métier, où chaque groupe aura tout doucement sa propre IA? Je pense à l'histoire dont Mme Galin parlait l'année passée, ou bien la santé, il y aurait une IA spécifique à la santé qui s'entraîne sur les bases, sur les connaissances de ce qu'on sait aujourd'hui de la santé, par exemple. Est-ce qu'on aurait, ou là, pour prendre l'exemple de votre modèle météo, est-ce qu'on ne va pas tous arriver vers des IA plus petites, mais beaucoup plus spécifiques? C'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'on est assez à l'aise avec ces calculs d'émissions de CO2? Est-ce qu'on peut commencer à réfléchir à compenser? Est-ce qu'il y a une façon, moi en tant qu'individu, est-ce que je pourrais compenser mes questions que je poserais à une IA, par exemple? C'est déjà trop tôt et c'est possible ou pas? Merci. Alors, sur la deuxième question, la compensation, c'est extrêmement délicat. C'est aussi valable dans les achats. L'achat le plus durable, c'est celui qu'on ne fait pas. Compenser, que ce soit au niveau de ces vols en avion, que ce soit au niveau de ces algos d'IA, c'est en fait, généralement, on finance des projets qui n'aboutissent pas, qui même endommage encore plus les écosystèmes avoisinants, donc je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure approche. Ensuite, au niveau de l'inférence des IA, des questions, on essaie de parler en termes d'ordre de grandeur en fait. Il vaut mieux qu'on se dise, en fait, j'utilise l'IA quand vraiment je ne sais pas comment résoudre mon problème et passer un peu plus de temps avec des recherches traditionnelles, par exemple sur Internet, que d'utiliser en fait beaucoup d'IA et ensuite compenser sa potentielle empreinte. Et au niveau des IA spécialisées, par exemple, on peut considérer à l'EPFL, il y a plusieurs corps de métier, bien sûr, et il y a Meditron, qui est une IA spécialisée pour le domaine médical. Et du coup, des IA super géantes qui répondent à tout, c'est des modèles en fait qui sont pas viables dans le temps parce que beaucoup trop énergivores, parce que beaucoup trop peu précis sur pas mal de domaines. Donc oui, pour moi c'est clairement la voie. Mais je te laisse rebondir. Oui, j'allais peut-être prendre une perspective un peu différente parce que pour moi, l'avenir, finalement, c'est la coexistence de modèles IA généralistes et de modèles IA spécialisés. Parce que, par exemple, dans ce cadre des Foundation Models, l'idée, c'est que, par exemple, en météo et climat, on entraîne un modèle, enfin, une grande équipe entraîne un modèle une fois. Donc, par exemple, c'est ce qu'on fait dans la Swiss AI Initiative à travers différents piliers. On entraîne des modèles généralistes qui couvrent par exemple la météo et le climat, un très très grand modèle qui donne beaucoup plus d'informations qu'un petit modèle ne donnerait jamais. Puis après, par-dessus, on fait des petits modèles spécialisés. Et l'idée avec ça, c'est que le grand modèle généraliste, on l'entraîne peu de fois et on le réutilise autant de fois qu'on peut. Et les petits modèles individualisés, ils peuvent se spécialiser pour le météo et climat au village, pour la santé même à des patients, à des groupes à des populations spécifiques. Donc je pense que si j'avais à deviner, à l'avenir, on aura une coexistence de ces deux types d'IA.
Et un avenir souhaitable, c'est une utilisation sobre et raisonnée des IA. Merci beaucoup, Tom Buckler, Erwan Kor et Manuel Carlos Gaston, pour vos interventions. Merci à vous, cher public.